Bonjour, mon nom est Dorothy Barthélemy, je suis professeure à l'école de réadaptation de l'Université de Montréal. Bonjour, je m'appelle Charlotte Pion, je suis kinésiologue et stagiaire postdoctorale au sein du laboratoire du docteur Barthélémy. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos recherches sur stimuler la neuroplasticité pour améliorer la récupération sensorimotrice chez les personnes atteintes de lésions de moelle épinière. Jusqu'à présent, la majorité des travaux réalisés dans mon laboratoire ont porté sur des personnes souffrant de lésions incomplètes de la moelle épinière. Il est important de reconnaître les déficits spécifiques auxquels ces personnes sont confrontées à chaque jour. Il y a quelques semaines, j'ai été invitée à donner une conférence aux Journées québécoises des lésions médulaires et plus particulièrement à la session des lésions médulaires incomplètes. Parlons-en. Au cours de cette session de 2 heures, j'ai beaucoup appris sur la réalité quotidienne de ces personnes. Notamment, certains des éléments qui avaient été mis de l'avant faisaient écho aux objectifs de notre ligne de recherche. La première, c'est l'incompréhension et la culpabilité qui entourent leurs nouvelles conditions. En fait, ils s'estimaient chanceux car ils peuvent encore bouger et sentir sous le niveau de la lésion. Mais ils sont incapables de vaquer à leurs occupations comme avant, d'accomplir les tâches quotidiennes aussi facilement ou aussi bien que d'autres personnes non handicapées. De l'extérieur, ils semblent avoir bien récupéré et leur entourage pense qu'ils pourraient ou devraient reprendre une vie normale, mais c'est souvent loin d'être le cas en raison de leur déficience. D'ailleurs, une amélioration se produisait souvent, même après la réadaptation fonctionnelle intensive, et de manière significative. Mais il était difficile pour eux d'exploiter ces nouvelles habiletés avec des séances supplémentaires de physiothérapie ou d'ergothérapie, car ils avaient beaucoup à faire pour s'adapter à leur nouvelle vie dans la communauté, à l'environnement, au nouvel appartement, au travail, sans oublier les coûts. Le troisième point qui est ressorti est qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Maintes et maintes fois, les pronostics qu'ils recevaient, à savoir s'ils allaient s'améliorer ou non, n'étaient pas clairs et entraînaient beaucoup d'anxiété. Même les experts cliniciens ne savaient pas si ou comment ils allaient se rétablir. Ces discussions ont soulevé quelques questions qui sont au centre de cette présentation. Premièrement, serait-il possible d'obtenir une plus grande amélioration dès le début de leur adaptation? Quel type de traitement pourrait le mieux les aider à tirer parti des capacités qu'il leur reste pour améliorer leur établissement? Peut-on personnaliser le traitement? Deuxièmement, pourrions-nous prédire de manière plus spécifique, et ce dès le début, suite à la lésion, dès le début de la réadaptation, les déficits qui vont probablement rester chez ces personnes? Un bref survol de ce qu'est une lésion de la moelle épinière va être fait afin de comprendre la grande variabilité existant chez les individus touchés. Puis nous allons nous intéresser à l'identification des voies neuronales interrompues par la lésion, ainsi que leur lien avec les déficits sensorimoteurs observés. Enfin, nous nous intéresserons aux traitements pouvant être mis en place servant à optimiser et stimuler la neuroplasticité. Cliniquement, de plus en plus de lésions incomplètes sont observées et les déficits varient beaucoup d'une personne à l'autre. Une des raisons de cette variabilité est le niveau de la lésion qui peut être en haut de la colonne vertébrale, cervicale ou thoracique, ou même en bas, lombaire, sacré, ce qui va amener soit une tétraplégie, donc les 4 membres sont atteints, ou une paraplégie, uniquement les membres inférieurs. Là, en plus du niveau de la lésion, le degré d'atteinte va être important, notamment est-ce que c'est une lésion complète ou incomplète. Au niveau clinique, nous utilisons l'échelle ASIA, donc le American Spinal Cord Injury Association, l'échelle de déficit, pour déterminer si la lésion est ASIA A complète, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun retour moteur ou sensoriel sous le niveau de la lésion. ASIA B incomplète, c'est-à-dire qu'il y a de retour sensoriel, mais la personne n'est pas capable de bouger sous le niveau de la lésion. CED, c'est qu'il y a un retour sensoriel et moteur qui peut être différent, plus ou moins grand. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que complet clinique, selon cette échelle-ci, n'est pas du tout, ne veut absolument pas dire que c'est complet au niveau de la moelle épinière. C'est ce qu'on va appeler discomplete, c'est-à-dire des lésions qui sont discomplètes. C'est un peu le terme que j'ai utilisé en français, mais qui veut dire que c'est des lésions qui sont considérées complètes au niveau clinique, mais au niveau neurologique, elles ne le sont pas car il reste des voies nerveuses qui font encore la connexion entre le cerveau et la moelle épinière. Notamment, si on regarde la moelle épinière de haut,
Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la matière grise, ici en forme de papillon, qui sont les neurones, et la matière blanche, qui sont en fait des projections, des connexions descendantes ou ascendantes, qui relient le cerveau au reste du corps. Mais si la lésion se situe dans des parties, par exemple ici, au niveau dorsal, où là, c'est beaucoup plus les afférences sensorielles qui vont être atteintes, ben, la personne va avoir des déficits vraiment en lien avec cette partie, cette perte sensorielle. Si la lésion touche plus les côtés, où là, c'est vraiment plus la voie cortico-spinale, c'est-à-dire celle qui relie le cerveau au reste du corps, les commandes motrices qui sont atteintes, mais à ce moment-là, la personne aura plus de difficultés à effectuer les mouvements. Je vous illustre ici aussi de quoi a l'air une lésion incomplète, en fait. C'est une image par résonance magnétique qui est vue de côté. Alors, on voit ici les différentes vertèbres, les vertèbres au niveau cervical, qui sont ici représentées par les blocs sur cette image. J'attire votre attention sur la bande de tissu grise ici, qui est la moelle épinière, et sur cette bande blanche, qui est en fait la lésion de la moelle épinière. Ce qu'on peut voir, c'est que de part et d'autre, il y a des connexions qui demeurent, qui sont encore intactes au niveau de la moelle épinière et qui pourraient compenser par l'interruption des lésions, l'interruption de fibres qui ont été atteintes par la lésion de la moelle épinière, ce qu'on va appeler la neuroplasticité. C'est-à-dire quand le système nerveux central va tenter de se réorganiser pour tenter de retourner un peu à la normale lorsqu'elle est positive. Pour illustrer aussi cette variabilité, j'aimerais vous présenter 3 participants avec une lésion de la moelle épinière incomplète. Donc ici, c'est asiadé, donc ils ont un bon retour, ils sont capables de faire la marche sur tapis roulant, comme vous allez le voir ici, et c'est des lésions au niveau cervical. Ce que vous voyez ici, c'est une reconstruction des 2 jambes de chaque participant, le pied, le genou et la hanche. Et vous allez voir que ces personnes, même s'ils ont un diagnostic très similaire, ont des patrons de marche très différents. Celui-ci, par exemple, a une instabilité au niveau proximal, une hyperextension du genou et un pied tombant, qui est quand même assez important, mais qu'on voit moins bien sur la vidéo. Le deuxième participant, lui, n'est pas capable de le déterminer qu'il a une atteinte juste en le regardant marcher sur le trottoir. Donc, il a vraiment une bonne vitesse. Et celui-ci marche selon ce qu'on appelle un stiffened gait, c'est-à-dire qu'il est incapable de plier le genou lors de la phase de balancement. Et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas plier le genou, mais c'est uniquement parce qu'il n'arrive pas à la plier pendant la marche. Il avait aussi un pied tombant. Ce qui veut dire que ces participants vont avoir des capacités différentes, mais tous vont être atteints au niveau de la locomotion. Comment traiter ces différents déficits? Alors, de notre laboratoire, on a utilisé les paradigmes d'identification des voies, c'est-à-dire essayer de comprendre d'où viennent les déficits, qu'est-ce qui peut expliquer le déficit pour tenter d'adresser avec des thérapies appropriées. Nous allons donc identifier les voies neuronales qui ont été interrompues et celles qui demeurent, celles qui restent, parce qu'en fait, on va aller vraiment stimuler, vous allez voir plus tard, celles qui vont rester. Et puis, en fait, il y a 2 parties que nous allons regarder plus spécifiquement dans cette présentation. La première, c'est la voie cortico-spinale et la deuxième, c'est un processus neuronal, c'est-à-dire l'intégration sensorimotrice. Alors, la première étude, c'est vraiment sur le rôle de la voie cortico-spinale dans la récupération locomotrice. On s'est demandé s'il y avait une interruption partielle de la voie cortico-spinale qui mènerait à un changement de l'extabilité de cette voie. Est-ce que ça pourrait expliquer des déficits spécifiques de la marche, notamment le pied tombant? Alors, dans un premier temps, pour vous rappeler, la voie cortico-spinale, c'est quoi? C'est vraiment les neurones au niveau du cerveau. Ici, des neurones, donc on a imaginé un neurone qui s'en va au niveau de la moelle épinière et souvent, elle passe au niveau là, de la voie latérale, de la partie latérale de la moelle épinière pour se rendre jusqu'au muscle et envoyer la commande de contracter. Avec une stimulation telle la stimulation magnétique transcrânienne, on peut aller avec une bobine stimuler différentes parties du corps parce qu'on va stimuler différentes parties de ce qu'on appelle l'homonculus, c'est-à-dire la représentation de notre corps au niveau du cortex, au niveau du cerveau. Cette stimulation va induire une réponse motrice évoquée, un potentiel évoqué moteur qu'on appelle MEP, je vais référer comme MEP, qu'on va enregistrer au niveau de l'activité musculaire. Nous allons évaluer le temps que ça prend entre le moment qu'on stimule et l'observation de la réponse, ce qu'on va appeler la latence, ainsi que l'amplitude de la réponse.
Alors aussi, nous avons quantifié le pied tombant pour pouvoir faire une corrélation objective. Pour le quantifier, alors ici, je vous illustre encore une jambe d'un participant. Nous avons des marqueurs tout au long de la jambe et nous regardons le marqueur au niveau du pied qui est placé au niveau du 5e orteil. Lors de la phase de balancement, le pied s'élève 2 fois, un au début et un à la fin, afin de placer le pied en avant et ainsi être capable d'avancer dans la marche. Cette élévation du pied peut être quantifiée, ici en millimètres. On peut la rapporter sur un graphique comme celui-ci et quantifier l'amplitude ou la hauteur du pied ou de l'orteil lors de la marche. C'est cette amplitude maximale dont je vais vous parler maintenant. Donc, nous avons trouvé qu'il y avait une corrélation entre le MEP, donc la réponse à la stimulation magnétique, et l'élévation du pied, ici, au niveau des X, de l'axe des X. Ici, au niveau en gris, dans le rectangle gris, vous avez tous les résultats des sujets sains, des sujets contrôle. C'est-à-dire que les sujets contrôle vont élever le pied de manière élevée, entre 60 et 80 mm, et ils vont avoir une latence du MEP courte, 30 à 35 millisecondes. Plus un patient, qui sont les points en noir, vont avoir une élévation du pied plus basse, plus on voit qu'ils ont une latence beaucoup plus longue, c'est-à-dire que ça prend plus de temps entre le moment où la commande au niveau du cerveau a été envoyée et où elle a été reçue au niveau du muscle. Nous avons aussi vu qu'il y avait une corrélation importante entre l'élévation de l'orteil et la vitesse de marche. Ainsi, la sévérité du pied tombant semble être corrélée à l'excitabilité de la voie cortico-spinale ainsi qu'à la vitesse de marche. Cependant, nous n'avons pas trouvé de corrélation entre l'excitabilité de la voie cortico-spinale et la vitesse. Le lien est vraiment indirect, via le pied tombant. Donc, en somme, on pourrait dire que la voie cortico-spinale semble être déterminante pour le pied tombant et pour la marche. Alors, on pourrait dire, si, par exemple, on avait 2 participants comme ceux-ci, vous avez les valeurs contrôle des sujets sains normalement de latence et d'amplitude du MEP. Si pour un sujet qui a des valeurs très, très proches du sujet contrôle, beaucoup plus qu'un autre, on pourrait dire qu'un participant avec des réponses beaucoup plus proches du contrôle serait meilleur à la marche que quelqu'un qui a des valeurs beaucoup plus loin des valeurs contrôle, beaucoup plus atteintes. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ici, en utilisant l'échelle Whisky, c'est-à-dire qui nous détermine comment la personne peut marcher sur 10 mètres, on voit que cette personne avec la voie cortico-spinale presque intacte a besoin de 2 béquilles et une orthèse pour marcher, 12 sur 20, alors que cette personne-là marche sans aide à la marche. Il y a donc d'autres facteurs qui ne sont pas sous le contrôle complet de la voie cortico-spinale qui pourraient expliquer ces résultats, notamment l'équilibre. Et dans cette étude numéro 2, nous voulons approfondir un peu plus l'équilibre. Et ce qu'on a regardé, c'est que l'équilibre, évidemment, nécessite l'intégration de différents sens, somatosensoriels notamment, et nous voulions voir l'influence justement de ces voies somatosensorielles, de ces informations sensorielles sur la commande motrice dans une tâche d'équilibre. Donc ici, je vous explique un peu comment on fait. Donc, dans l'environnement, évidemment, nous allons capter tout ce qui se passe avec nos sens, notamment le toucher ou même le mouvement au niveau du pied. Et ça, nous pouvons mimer ça par une stimulation électrique au niveau du nerf tibial, NT, au niveau du nerf tibial ici. Donc, on stimule le nerf. Lorsqu'on le stimule, l'information se rend jusqu'au cerveau et va aller moduler notre commande motrice pour que nos actions soient en adéquation avec l'environnement. Okay? Pour que ce soit propice, pour que ce soit approprié. Alors, pour mimer tout ça, nous allons en effet effectuer la stimulation du nerf périphérique entre 25 et 100 millisecondes avant la stimulation corticale qui, elle, va mimer une commande motrice. C'est l'influence de cette stimulation périphérique sur la réponse motrice qu'on va appeler la réponse d'intégration sensorimotrice ou la Short Latency Afferent Inhibition, SAI. Nous avons évalué la force musculaire en demandant aux personnes de pousser ou tirer par l'intermédiaire de l'avant du pied, plutôt les orteils, sur une pédale. Nous n'avons pas observé de différence concernant la force maximale et le temps pour atteindre cette force maximale entre les 2 groupes, donc le groupe des lésions médulaires et le groupe contrôle. Cependant, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, car ici, nous représentons les données de 5 participants contrôle et 4 participants avec une lésion de la moelle épinière incomplète. Donc ensuite, nous avons évalué le déplacement du centre de pression qui représente la projection de votre centre de masse sur le sol
à la suite de perturbations de l'équilibre vers l'avant et vers l'arrière. Nous n'avons pas non plus observé de différence entre nos deux groupes. Nous nous sommes ensuite intéressés à l'intégration sensorielle. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, à la suite d'une stimulation au niveau du cortex moteur, nous observons un MEP dont l'amplitude va diminuer en ajoutant une stimulation périphérique chez le sujet contrôle. Comme vous pouvez l'observer en bas de l'écran cette fois-ci, chez une personne ayant une lésion de la moelle épinière, nous observons bien un MEP, mais celui-ci disparaît complètement avec l'ajout de la stimulation périphérique. Et effectivement, lorsque nous regardons les résultats pour tous les intervalles interstimulus, nous observons à 25 millisecondes et il y a une tendance à 80 millisecondes. Nous observons une plus grande inhibition de la réponse MEP chez les personnes qui ont une lésion de la moelle épinière. Ainsi, les résultats préliminaires montrent une modification significative de l'intégration sensorielle à la suite d'une lésion de la moelle épinière, ce qui peut rendre cette population à plus grand risque de chute. Mais obtiendrons-nous ces mêmes résultats en évaluant le SAI juste après la lésion médulaire? Et la question que nous nous sommes posées aussi est: est-ce qu'il est possible d'améliorer cette intégration sensorielle avec une réadaptation spécifique et donc d'avoir un impact plus important sur l'équilibre des personnes? Pour essayer de répondre à cela, nous nous sommes intéressés aux thérapies basées sur l'activité afin d'améliorer le contrôle de l'équilibre. Comme nous vous l'avons expliqué, les personnes ayant une lésion de la moelle épinière peuvent parfois réapprendre à marcher, mais cette marche peut être périlleuse à cause du risque de chute élevé chez cette population. À la suite d'une perturbation de l'équilibre, au laboratoire, nous avons observé une diminution ainsi qu'un délai dans l'apparition des réflexes au niveau de la moelle épinière, mais également un délai dans l'activation musculaire. Donc ils avaient des réponses similaires au contrôle, mais tout ça était plus tardif. Ainsi, ces facteurs pourraient réellement contribuer aux problèmes d'équilibre qui sont engendrés par une lésion de la moelle épinière. Mais est-il possible d'améliorer ces réactions posturales avec une intervention spécifique? Nous avons mis en place un programme d'entraînement de 4 semaines combinant un renforcement musculaire en puissance et un entraînement de l'équilibre. Nous souhaitions savoir si cette intervention pouvait avoir un impact sur le contrôle de l'équilibre, mais également identifier les mécanismes neuronaux sous-jacents à ces réactions. Le paradigme d'intervention était le suivant: un entraînement en puissance, donc où les personnes étaient assises sur une chaise et devaient pousser ou tirer sur une pédale. Nous calculions la force maximale, mais également le temps d'atteinte de cette force maximale. Puis ensuite, il y avait un entraînement en équilibre. Donc, comme vous le voyez, les personnes étaient debout sur une plateforme et la plateforme pouvait partir en translation vers l'avant, vers l'arrière, en rotation avant et arrière. Mais également, on demandait aux personnes de déplacer volontairement leur centre de pression afin d'atteindre des cibles. Les résultats montrent une diminution du déplacement du centre de pression. Comme vous le voyez ici, en fait, le centre de pression est indiqué en noir et le rond jaune représente l'aire de l'ellipse. Donc vous voyez bien qu'entre T0 et T1, il y a une diminution de cette aire de l'ellipse chez le sujet représenté. Mais cette diminution continue à T2. T2 étant le temps, en fait, qui suit la période d'entraînement. On a fait 1 mois d'entraînement et 1 mois de période sans entraînement. Donc, où normalement, on s'attendait à pas forcément voir d'évolution, mais l'évolution a été maintenue et s'est même améliorée. Et cette différence est aussi vue en ce qui concerne la force de plantiflexion. Donc, on a pour le participant A et le participant B, si vous regardez le graphique noir et gris, donc qui est avant l'entraînement et après l'entraînement, on a une augmentation de la force, mais également sur la figure de droite, une diminution du temps pour arriver à cette force maximale. Donc, on a vraiment un maintien qui se fait aussi après la période de post-entraînement. Donc, on a vraiment une amélioration qui s'est passée chez ces personnes-là. Mais qu'en est-il au niveau du SAI? Donc, comme les données que nous vous avons montrées tout à l'heure,
on remarque qu'avant l'entraînement, ce participant montre une SAI, donc avec une diminution de l'inhibition, donc une inhibition plus importante chez la personne avec une lésion de la moelle épinière que le groupe contrôle. Après l'entraînement, les valeurs de SAI augmentent, donc pour pas être complètement comme les contrôles, mais se rapprochent du groupe contrôle, alors que un mois après la période d'entraînement, donc AT2, toutes ces valeurs reviennent aux valeurs de T0, en fait, avant l'entraînement. Ainsi, les résultats préliminaires suggèrent que combiner un entraînement en puissance ainsi qu'un entraînement en équilibre permet d'améliorer les réactions posturales. L'augmentation de la force musculaire et l'amélioration de l'intégration sensorimotrice pourraient expliquer potentiellement cette amélioration de l'équilibre. Cependant, les changements neuroplastiques ne sont pas maintenus un mois post-entraînement. Ainsi, on se pose la question, est-ce qu'on pourrait combiner cette approche qui fonctionne avec des stimulations directes du système nerveux central via des stimulations électriques ou magnétiques? Et est-ce que cela nous permettrait d'améliorer et de rallonger la récupération? Alors, dans cette dernière partie, nous allons parler de ce qui est en cours et à venir dans le laboratoire, c'est-à-dire, comme Charlotte vient de le dire, de combiner cette thérapie basée sur l'activité à des stimulations, soit de voies neuronales spécifiques ou beaucoup plus globales. L'avantage de cette approche serait qu'on pourrait aussi aller adresser le problème moteur au niveau des patients qui ont une lésion dyscomplète, donc dyscomplete, c'est-à-dire qui ont quand même des voies nerveuses qui sont préservées, même s'ils ne peuvent plus bouger. Alors, justement, en recherche présentement, il y a plusieurs initiatives qui adressent ce même point de tenter d'améliorer la récupération des mouvements des patients qui ne peuvent pas marcher ou même bouger, notamment en utilisant un paradigme de TMS qu'on appelle la RTMS, donc la stimulation magnétique répétitive, où on va ici stimuler le cortex moteur pour tenter de le rendre plus fort et tenter d'augmenter les connexions ou la force des connexions avec les muscles. Nous allons aussi aller de manière plus globale en utilisant ce qu'on appelle des stimulations transcutanées de la moelle épinière où on pose des électrodes au niveau de la colonne vertébrale et au-dessus de la moelle épinière pour tenter d'augmenter l'exstabilité des circuits spinaux et ainsi de favoriser les réponses. Ces deux types de stimulation vont être utilisés en combinaison avec des thérapies basées sur l'activité où on pourra tenter d'améliorer la récupération des participants et ce même s'ils ne peuvent pas bouger à l'aide notamment de supports de poids. Ces approches, comme je le disais, font l'objet d'études qui commenceront cette année. Une étude qui va commencer très très prochainement est une étude donc permettant de regarder le contrôle de tronc chez les personnes qui ont une lésion de la moelle épinière complète et incomplète. En fait, quand on a des problèmes d'équilibre, on parle souvent des membres supérieurs ou inférieurs, mais le tronc est tout aussi important. Et la stimulation électrique fonctionnelle va nous permettre non seulement d'activer les muscles qui sont nécessaires à ce contrôle ou au mouvement qu'on peut demander à la personne. Comme vous le voyez, des électrodes sont posées autant sur l'abdomen que sur le dos des personnes. Mais ça nous permet également d'envoyer un signal en disant à l'organisme, OK, c'est tel muscle qui doit être activé à tel moment, etc. Donc ça marche vraiment dans les deux sens et on espère générer une neuroplasticité pour cela. Donc c'est une étude qui va commencer avec une clinique privée de Montréal. Donc, en conclusion, ces projets de recherche visent une meilleure compréhension des mécanismes qui sont compromis après une lésion incomplète de la moelle épinière et qui ont un impact sur l'équilibre et la locomotion. Ultimement, les déficits d'équilibre et de locomotion pourraient être ciblés par des interventions spécifiques, comme par exemple le paradigme de tâches doubles ou mixed design, si on peut dire, présenté par Charlotte, où nous pouvons travailler prendre différentes approches pour optimiser la plasticité neuronale. De même, en utilisant des stimulations électriques ou magnétiques qui seront soit ciblées à différentes parties du système nerveux ou plus globales, on pourrait améliorer aussi la récupération motrice de ces personnes. Et sur ce,